Ma mère n'avait jamais aimé la Germanie. Elle n'y trouvait pas assez de lumière, de soleil, de gaieté à son goût. Elle n'oublia jamais qu'elle était née à Athènes, pendant le long voyage de son père, Agrippa, chargé de rétablir là-bas la majesté de Rome. Elle aussi, elle était fille de roi, un roi sans couronne, mais doté d'un pouvoir absolu sur cette moitié du monde, comme l'avait été Antoine 20 ans plus tôt. Et voici, précisément, qu'elle avait épousé un petit-fils de cet Antoine. On avait beau lui avoir appris à en taire le nom, ou à ne le prononcer qu'à voix basse, tout le monde au Palatin ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Même si elle-même n'en parlait guère, il n'en allait pas de même de mon frère Gaius, qui ne jurait que par lui. Gaius n'avait encore que 13 ans, lorsque ma mère et moi, nous eûmes cette conversation mémorable, qui m'apprit au milieu de quel drame j'avais fait mon apparition en ce monde. Mais lui, il n'était pas embarrassé pour parler de tout et de rien, et particulièrement des sujets interdits. C'est lui qui m'avait fait connaître l'histoire de notre arrière-grand-père, Antoine. Il aimait me prendre à part et me tenir des propos qui, à la fois m'effrayaient et me fascinaient. Tu crois que nos parents et nos grands-parents ont toujours été sages, aussi vertueux qu'ils veulent que nous soyons? Les hypocrites! Tiens, la vieille Livie, qui parle si bien de son mari, le dieu Auguste, avec des larmes dans la voix, sais-tu qu'elle fut enlevée par lui, qu'elle ne l'épousa que par force, et que leur mariage ne fut pas des meilleurs? Pour le garder, elle lui procurait des servantes et autres jouvencelles. Quant à elle, mais chut, ce sont des secrets d'État. Puis, chuchotant à peine, il me dit à l'oreille: à propos des secrets d'État, sais-tu quel est le vrai père de notre mère? Non. Eh bien, Auguste lui-même, avec sa fille, Julia. Et il ajouta, comme si ce mensonge l'emplissait d'aise: nous sommes les produits d'un inceste. Nous portons le mal en nous. Rien ne peut l'effacer. Nous sommes impurs, impurs. Et soudain, il n'y a que les idiots pour s'en soucier. Tu crois que cela gêne les dieux de coucher avec leurs filles? Et il me récita une interminable liste. Je ne retins que le nom de Thyeste, parce qu'il était celui d'un personnage de tragédie, et que j'aimais les tragédies. À la fin, il ajouta: et n'oublie pas, petite Agrippine, que Jupiter a pris comme épouse sa sœur Junon. Sur quoi il se mit à danser en chantonnant: qui veut devenir Dieu pour coucher avec sa sœur? Je ne prenais pas tout cela très au sérieux, bien sûr, et j'étais fort loin de tout comprendre. Mais, peu à peu, s'insinuait en moi l'idée que notre famille n'était pas tout à fait de la même sorte que celle des autres hommes. Auguste n'était-il pas un dieu? Et pour les dieux, le bien et le mal sont-ils ce qu'ils sont pour nous? Pour nous non pas, pour les autres. Je sentais le sang d'Auguste couler en moi, ce sang d'un immortel que m'avait transmis sa fille, Julia, ma grand-mère, comme mon autre grand-mère, Antonia, m'avait transmis celui d'Antoine, que les Égyptiens avaient honoré comme un dieu. Gaius ne s'en était pas tenu là dans ses révélations. Il m'avait parlé aussi de Julia, de la manière dont elle avait vécu, des amants qu'elle avait eus. Il était intarissable aussi sur Cléopâtre, sur la manière dont elle s'était suicidée. Il connaissait tout cela beaucoup mieux que n'importe qui, beaucoup mieux que moi surtout, les allusions que ma mère avait pu faire parfois à tout ce passé, n'ayant jamais été des plus claires. Lorsque mon père, après son triomphe, avait été envoyé par Tibère dans les provinces situées au-delà de la mer, ma mère s'était réjouie de retrouver les pays de son enfance, et cela d'autant plus que Germanicus y aurait les pleins pouvoirs, comme Agrippa autrefois. Du moins le pensait-elle. L'empereur avait déclaré au père que seule la sagesse de Germanicus pouvait ramener le calme dans cette région. Naturellement, personne ne dit le contraire, et Germanicus partit pour l'Orient, et nous avec lui. Je me souviens de cet interminable voyage.
Ma mère, une fois de plus, était enceinte. Je commençais à être assez grande pour comprendre qu'elle supportait mal les cahots de notre voiture sur les mauvaises routes, et guère mieux les mouvements du navire, lorsque, après de longs trajets sur terre, nous nous embarquions sur un bateau de la flotte militaire. Le voyage avait commencé en hiver, et je sus depuis que c'était le plus mauvais moment de l'année pour une traversée. Notre mère souffrait beaucoup. Je restais aussi longtemps que je pouvais auprès d'elle. Elle me disait que je lui redonnais du courage. Je comprenais aussi qu'elle était sensible aux honneurs dont on l'entourait, à bord et le long des routes, mais cela ne l'empêchait pas d'éprouver de terribles douleurs à certains moments. Mon père, très occupé, même pendant les navigations, recevant à tout instant des messages que lui apportaient des bateaux rapides ou des courriers spéciaux, devait dicter sans délai des réponses, préparant, nous disait-il, les mesures qu'il devrait prendre dès son arrivée ici ou là. Ne pouvait faire mieux que venir de temps en temps, s'enquérir de la manière dont elle supportait toutes ces épreuves. Puis, après quelques mots d'encouragement, il disparaissait, tout entier à ses devoirs. Gaius, au milieu de tout cela, allait et venait, courait partout, et se rendait très populaire parmi les soldats de l'escorte, posait des questions qui faisaient parfois rire les hommes, mais qui aussi lui valaient de longues réponses, qu'il écoutait avec le plus grand sérieux, et qu'il retenait jusqu'au dernier mot. Il avait 6 ans, juste le double de mon âge. Il me semblait déjà terriblement âgé. Il en était lui-même persuadé, et me faisait la leçon à propos de n'importe quoi. Il m'expliquait la raison d'être de ce que je voyais, et je comprends maintenant, après toutes ces années, la profondeur de l'influence qu'il exerça sur moi. Son plus grand succès, ce fut le jour où il me fit les honneurs de Nicopolis, la ville de la victoire, devant laquelle avait eu lieu la bataille entre Auguste et Antoine. Il me répéta, une fois de plus, que notre arrière-grand-père Auguste, et plus encore notre grand-père Agrippa, avaient fait tout leur possible pour écraser notre autre arrière-grand-père. Cela semblait à ses yeux du plus haut comique. Tout à coup il se mettait à pleurer, à pousser des cris, et il s'interrompait pour me dire à mi-voix « Tu vois, c'est pour Antoine ». Et sans transition, il éclatait de rire. C'était pour Auguste et Agrippa. Cette comédie me ravissait, tout en me faisant un peu peur. Je me disais confusément que les choses en elles-mêmes étaient ou tristes ou gaies, qu'elles ne pouvaient pas être à la fois source de chagrin et source de joie. Devant cette baie d'Actium, à côté des trophées élevés par Auguste pour célébrer la défaite de celui qui avait été l'époux d'Octavie, sa sœur tant aimée, m'avait dit ma mère, je ne savais plus que penser. Quand on aimait quelqu'un, comment pouvait-on lui vouloir du mal ? J'aimais ma mère plus que personne au monde. J'aurais voulu qu'elle n'eût jamais mal. Je ne supportais pas la pensée qu'elle pût souffrir. Elle le savait, et elle faisait effort pour sourire, pour me sourire, même lorsque quelque douleur l'empêchait brusquement de respirer. Surtout à ces moments-là, pour que je ne puisse deviner ce qu'elle ressentait. En dépit de sa fatigue, elle sembla revivre lorsque nous arrivâmes à Athènes. Ce fut une entrée véritablement triomphale et bien digne de cette ville dont on m'avait toujours dit qu'il n'en existait pas deux semblables. Je le croyais volontiers, puisqu'elle était la patrie de ma mère. J'avais pensé, naïvement, que mon père se montrerait aux Athéniens dans toute sa gloire, avec une escorte de soldats. Il n'en fut rien. Il se présenta en toge et se fit précéder d'un seul licteur. Et nous suivions, à pied. Il paraît que c'est faire preuve d'un orgueil insupportable pour un Romain que de pénétrer dans une ville alliée en se faisant porter par une voiture ou même en litière. Cela humilie les habitants. Je n'aurais pas hésité à humilier les Athéniens si cela n'avait dépendu que de moi, pour éviter à ma mère ce long parcours à pied dans ces rues si étroites et tortueuses. Quant à Gaius, tant que dura le trajet,
il garda un sérieux imperturbable, tout en coulant à droite et à gauche des regards qui témoignaient de sa curiosité. Je le voyais hocher la tête lorsque nous passions sous des arcs improvisés où avaient été accrochées des inscriptions que, naturellement, je ne pouvais pas lire. Gaius voulait donner l'impression qu'il pouvait, lui, les lire et les comprendre. Ce qui, après tout, était possible. À la vérité, je me souciais assez peu de tout cela. Ma sandale qui était neuve m'avait écorché le pied. Chaque pas était douloureux, mais j'étais parfaitement consciente qu'il eût été humiliant de me plaindre, encore plus de pleurer. Mon honneur de Romaine, l'honneur de Rome elle-même, était en jeu. À 3 ans déjà, je savais qu'on ne pleure pas devant des Grecs. Lorsque nous fûmes arrivés devant la maison qui devait nous accueillir pendant notre séjour dans la ville, une délégation de magistrats nous attendait. Je vis un groupe de personnages austères qui s'inclinaient tous ensemble devant mon père, ce qui les faisait ressembler à des oiseaux en train de picorer, et me les rendit sympathiques. J'aimais beaucoup les oiseaux, surtout les pigeons, dont il y avait de grands vols sur le Palatin. Ils perchaient dans les platanes, les lauriers, les cyprès et les pins des jardins voisins, et ceux qui entouraient les temples. D'abord, on ne les voyait pas. Puis tout à coup, le feuillage semblait se déchirer avec un grand bruit d'ailes et un pigeon s'abattait devant moi. Je laissais tomber doucement devant lui une poignée de blé. Je savais, par expérience, qu'un mouvement trop brusque l'aurait fait s'envoler. Mais ils me connaissaient tous, et ils n'avaient pas peur, à condition que les conventions entre nous soient respectées. Les hommes que je voyais ici, allait-on leur donner, à eux aussi, quelque chose à picorer? Germanicus leur dit quelques paroles que je n'entendis pas, et chacun lui répondit, d'une harangue interminable, hérissée de noms propres, qui m'étaient parfaitement inconnus. La langue grecque elle-même ne m'était pas encore tout à fait intelligible, bien que je fusse habituée à l'entendre par ma nourrice, qui était grecque. Gaius, lui, était ravi. Quand je lui demandai ce que les orateurs avaient dit, il me répondit vaguement et d'un air supérieur. « Oh, comme d'habitude, toujours la même chose. » À ce que je crus comprendre, ils avaient rappelé que le monde entier leur devait la liberté, que d'ailleurs les dieux les aimaient tellement qu'ils avaient dissimulé dans leur sol les marbres les plus beaux du monde, et que leur ville était à égale distance de tous les points les plus éloignés de la terre. Avantage dont je ne compris naturellement pas tout le prix. Je le dis à Gaius qui me répondit « C'est que tu es trop petite, tu verras quand tu seras grande. » Puis, sur une pirouette, il s'échappa pour aller interroger l'un ou l'autre et acquérir auprès d'eux des connaissances qui me seraient inaccessibles. Le voyage de mon père, je devrais dire notre voyage, reprit après la halte d'Athènes. La naissance attendue par ma mère était maintenant proche, ce qui nous obligea à sacrifier quelques détours. Nous ne fîmes que traverser le Bé pour gagner au plus tôt l'île de Lesbos. C'est là que naquit Livilla, la plus jeune de mes sœurs et le dernier enfant de notre famille. Pendant que ma mère se remettait, Germanicus ne resta pas près d'elle, et je demandai pourquoi. On me répondit que, grâce aux dieux, l'enfant étant naturellement, heureusement venu au monde, notre père se devait tout entier au service du prince. Gaius, que j'interrogeais pour savoir en quoi consistaient ses devoirs, répéta gravement ce qu'il avait entendu dire, m'apprit qu'il y avait, là-bas, en Asie, et il me montrait la direction de l'Est, quantité de villes qui avaient besoin de secours. La terre avait tremblé l'année précédente, et cela avait causé bien des dommages. Il fallait aller voir ce qu'il en était au juste. Et puis, paraît-il, tout ne va pas mieux entre les villes. Elles se querellent, les citoyens imaginent tous les moyens pour ne pas payer l'impôt, et les magistrats pour s'approprier le peu qui reste. Ainsi parlait Gaius, avec une sagesse et un savoir emprunté. J'avoue que tout cela m'intéressait fort peu. Je regrettais seulement que ces affaires, si lointaines pour nous, retiennent notre père et nous privent de lui. Que savais-je vraiment de lui ?
J'aurais voulu l'aimer de tout mon être, comme j'aimais ma mère. Mais ses absences perpétuelles, et tout le temps qu'il consacrait au travail, quand il n'était pas au loin, étaient autant d'obstacles entre lui et moi. Son prestige en était peut-être accru, cela est possible, mais il me semblait, confusément, qu'entre un père et sa fille, il devait y avoir autre chose, et que l'admiration que je lui portais, et que je n'étais pas seule à ressentir, aurait dû trouver auprès de lui sa récompense. J'aurais tant voulu que parfois il me prenne dans ses bras et me parle doucement. Alors le héros, le dieu se serait humanisé. J'aurais pu lui dire mes petits secrets, comme je les disais à ma mère. Lui parler des oiseaux que j'avais vus sur la mer en venant et qui m'avaient tant intriguée lorsqu'ils plongeaient dans le sillage de notre bateau. J'aurais aimé l'entendre me conter leur histoire, s'ils en avaient une. Avaient-ils toujours été des oiseaux ? N'avaient-ils pas, il y a très longtemps, été eux aussi des humains ? Ma nourrice m'avait raconté des histoires où l'on voyait des hommes et des femmes changés en oiseaux. Elle m'avait parlé des alcyons, des mouettes et aussi des rossignols. Je savais par elle que les rossignols, les hirondelles, que j'avais appris à connaître dans le ciel de Rome qu'elles traversaient le soir, de leur vol rapide et tranchant comme une lame, les huppes, les pivers, il y en avait dans les bosquets du Palatin, avaient été autrefois les membres d'une même famille, et que les dieux en avaient fait des oiseaux, pour des raisons que je ne saisissais pas très bien. C'est tout cela que j'aurais voulu demander à mon père. S'il m'avait dit que c'était la vérité, alors je l'aurais cru. Mais un impérator romain, chargé par le prince de missions de la plus haute importance, qu'avait-il à faire de ces histoires d'oiseaux ? J'ai appris depuis lors quelles étaient les préoccupations de Germanicus pendant ce printemps de son 2e consulat. Il était inquiet. Les honneurs que lui avait décernés Tibère ne dissimulaient-ils pas une étrange machination ? Il en avait eu le soupçon lorsque l'empereur l'avait arraché à ses légions, en Germanie, ces légions qu'il avait su apaiser et s'attacher, peut-être plus étroitement qu'il n'eût convenu. Les décisions de Tibère avaient souvent des motifs secrets. Elles visaient à obtenir un effet opposé à celui que l'on pouvait croire et qu'il avouait lui-même. Au moment même où il chargeait Germanicus de cette inspection générale de l'Orient, il s'était hâté de remplacer le gouverneur de la Syrie, qui se trouvait être un parent par alliance de Germanicus, par un personnage intraitable, insolent, orgueilleux, marié à une femme qui, sur ce terrain, ne lui cédait en rien. Tout cela n'était-il pas calculé pour contrecarrer l'action de Germanicus, lui tendre des pièges, ou pis encore ? Naturellement, de tout cela, j'étais parfaitement ignorante, et je dois dire que Gaius, avec toute sa curiosité et son talent inné pour découvrir les secrets, n'en savait pas plus. Ma mère était soucieuse, et, lorsque mon père était avec nous, je voyais bien qu'il faisait des efforts pour éloigner les préoccupations qui l'assombrissaient, et se montrer aussi gai que possible. Mais il était souvent en voyage. Gaius savait toujours le nom du pays où il devait aller, mais ce nom ne nous disait pas grand-chose, pas plus à lui qu'à moi. C'est ainsi que j'entendis parler, pour la première fois, de l'île de Samothrace, qui n'était pas très éloignée de Lesbos, où nous nous trouvions. Du moins, c'est ce que me dit Gaius. Gaius qui devait sa science à son pédagogue, un grec, aussi enclin à bavarder qu'à vider des coupes. En grand secret, Gaius m'apprit qu'il y avait, à Samothrace, des dieux dont personne ne savait au juste le nom, mais qui possédaient un grand pouvoir. Je demandai lequel. Celui des autres dieux et quelque chose en plus. Mais quoi ? Ils sont capables d'aller non seulement sur la terre, mais dans le ciel et aux enfers. Ils savent où se trouvent les trésors, et, si tu les pries comme il faut, ils te les feront découvrir. Qu'est-ce que c'est qu'un trésor ? Demandai-je. Sotte, ce sont des pierres précieuses, comme celles que porte notre mère lorsqu'il y a un grand dîner, des choses qui brillent et qui sont rouges, vertes ou claires comme une goutte de l'eau la plus pure, mais en même temps
qui lancent comme des rayons de lumière. Ils savent aussi où on trouve de l'or pour fabriquer des colliers et des bracelets. Je crois que notre père est allé les voir pour qu'ils lui disent tout cela. Il veut en faire pour notre mère le plus beau cadeau qui soit. Voilà pourquoi il est parti. Moi aussi, j'aurais bien voulu avoir à mon cou de l'or et des pierres précieuses. Cela me semblait, aussi petite que je fusse, la chose la plus merveilleuse du monde. Et, quoique je sache aujourd'hui qu'il est des biens infiniment plus désirables, je suis toujours sensible à leur éclat. Je me promis d'aller lorsque je serai grande interroger les Kabyres, ce que mon père, au cours de son voyage, n'avait pu faire. Il nous dit quand il revint que le vent du nord avait été si violent que leur navire n'avait pu aborder à Samothrace, et il ajouta « Je vais en profiter pour aller jusqu'à Troie ». Ma mère, je ne sais pourquoi, parut s'irriter de ce projet. « Ne ferais-tu pas mieux, lui dit-elle, de penser à ce que tu dois faire lorsque l'autre… » Mais elle s'interrompit, car Germanicus avait froncé les sourcils en nous désignant du regard, mon frère et moi. « Je crois plutôt, reprit-il comme si elle ne l'avait pas interrompu, qu'il ne sera pas mauvais que j'aille consulter les mânes de nos ancêtres les plus lointains. Peut-être me donneront-ils quelques conseils utiles. » Je fus fort intriguée par ces paroles. Gaius prit un air sérieux. Le lendemain, je le priai de m'expliquer ce que notre père avait voulu dire. « Si tu n'étais pas aussi petite, tu saurais, commença-t-il, que notre famille est venue à Rome depuis le pays où nous sommes. Enfin, pas exactement, mais depuis cette ville de Troie dont on parlait hier. » Sur quoi, il se mit à me raconter toute l'Iliade en la faisant suivre de l'Énéide. Son pédagogue l'en entretenait tous les jours, pour le faire se tenir tranquille, car Gaius aimait les contes, surtout ceux où intervenaient des héros dont on lui avait dit que nous descendions. Et puis, il découvrait que ces hauts personnages, ses ancêtres, s'étaient toujours entretenus familièrement avec les dieux et les déesses, ce qui le flattait et semblait lui promettre que, quand il serait grand, il ferait la même chose, il aurait le même pouvoir. Bien des années plus tard, lorsqu'il fut empereur, je pus voir qu'il n'avait jamais oublié ce rêve de son enfance, devenu, avec les années, une certitude indiscutable. Lorsque notre père revint de Troie, c'était le moment pour nous de quitter Lesbos. Ma mère était tout à fait remise, et Livilla pouvait supporter un voyage. Nous longions les côtes de l'Asie. La terre n'était jamais éloignée, et il faisait beau. Nous nous arrêtions le plus souvent possible dans un port, et ils sont nombreux à se succéder dans cette région. Ces escales m'étaient agréables. Chaque fois, avec Gaius et son précepteur, nous descendions à terre et nous regardions autour de nous tout ce qu'il y avait à voir. Un peu partout, on bâtissait, on remettait en état les édifices publics, à demi ruinés de vétusté, où l'on en construisait de nouveaux. Je trouvais bien ces promenades un peu longues, et, quand je revenais au bateau, le sommeil ne se faisait pas attendre. J'étais lassée aussi par l'interminable bavardage de mon frère, qui posait 1000 questions sur les scènes que l'on avait représentées au fronton des temples tout neufs ou le long des portiques. J'écoutais ce que lui disait son pédagogue, et j'appris beaucoup pendant nos promenades à Myrana, à Sardes, à Smyrne et autres lieux célèbres. La nuit, je rêvais à ce que j'avais entendu raconter dans la journée. Les géants, révoltés contre Jupiter, le combat des titans et des dieux étaient les compagnons de mon sommeil. Je découvrais que le monde que voyaient mes yeux n'était qu'une petite partie de tout ce qui existe. Moi, toute petite fille, je n'étais guère plus dépassée par les choses que ne l'étaient les grandes personnes, qui avaient tellement de science, mais aussi tant d'ignorance. Comment savait-on, par exemple, l'histoire que je venais de déchiffrer sur un relief? La belle Arachné, si orgueilleuse qu'elle avait prétendu savoir filer et broder mieux que la déesse Minerve. Et comment savait-on que Minerve s'était mise en colère, avait accepté le défi? Toutes deux avaient filé, pendant des jours, mais naturellement, Minerve l'avait emportée. Puis, pour punir l'imprudente, elle l'avait transformée en une araignée, un animal que je détestais et qui me faisait fuir, et qui ne se lassait jamais de mettre
partout, ces misérables toiles, et que tout le monde chassait des coins poussiéreux où elle réfugiait sa honte. Lorsque je demandai à Gaius comment on avait appris tout cela, il me répondit dédaigneusement. Ce sont les anciens qui l'ont dit. Mais eux, comment l'ont-ils su? Mais par les dieux eux-mêmes. Tu ne sais pas que les dieux nous parlent, qu'ils rendent des oracles? Nous étions parvenus, lorsque nous eûmes cette conversation, mon frère et moi, à la hauteur de Claros, sur la côte, et Germanicus dit, incidemment, devant nous, que le lendemain, il irait au temple d'Apollon, prier le dieu. Tu sais, me dit Gaius lorsque nous fûmes seuls, il va consulter l'oracle. Que mon père souhaitât s'entretenir avec les dieux ne m'étonna pas. N'était-il pas de leur race? Les dieux ne pouvaient que lui vouloir du bien. C'est Apollon surtout, qui parlait à Claros, et que je connaissais bien par le temple que lui avait élevé Auguste, non loin de chez nous, sur le Palatin. De leur rencontre ne devait résulter que de bonnes choses. Pourtant le soir, lorsque revint notre père, il avait l'air soucieux. Ma mère l'interrogea, mais il répondit évasivement. « Qu'as-tu appris » demandait-elle. « Oh, rien de particulier. »« Mais encore ?»« Tu sais comme ils sont tous, des mots creux, des phrases obscures, et tout cela en vers, ni beau, ni même régulier. » Elle ne put lui en faire dire davantage, mais elle sentait comme moi qu'il était inquiet, que l'oracle n'avait pas été aussi imprécis et insignifiant que Germanicus voulait bien le dire. Nous nous arrêtâmes à peine à Éphèse et à Milet, dont les Grecs qui étaient avec nous vantaient les merveilles. Germanicus avait hâte d'arriver à Rhodes. Nous étions presque en été, il faisait bon sur la mer, et nous croisions sans cesse des navires. Un jour j'entendis ma mère qui disait « L'autre ne doit pas être loin. » Quel était donc cet autre, que l'on n'appelait pas par son nom? Ce fut Gaius qui me l'apprit, naturellement. Un soir il me dit « Tu ne sais pas pourquoi nous ne nous arrêtons pas ?»« Tu ne le sais pas, mais moi je le sais. Mais je ne te le dirai pas. » Je dus le prier longuement, lui promettre de ne rien dire à personne. Enfin il consentit à parler. Celui qui doit venir, c'est le nouveau gouverneur de Syrie, et ni notre mère ni notre père ne l'aiment. Sa voix devint un souffle. Je crois bien qu'ils ont peur. J'étais incrédule, mais un peu inquiète cependant. Mes parents, ces êtres tout-puissants, mon père que tout le monde traitait avec le plus grand respect, qui commandait à tous ses soldats, à tous ses marins, qui semblaient n'être nés que pour son service, comment pouvaient-ils avoir peur? Et de qui? Je n'étais pas persuadée que mon frère me dît la vérité. Ce gouverneur de Syrie, de ce pays dont j'entendais le nom pour la première fois, et vers lequel, me dit Gaius, nous nous dirigions, quel extraordinaire pouvoir avait-il? Était-il lui aussi en rapport avec les dieux? Nous étions arrivés à Rhodes. Les bateaux étaient au mouillage, et nous-mêmes nous logions en ville, à Lindos. Gaius, toute la journée, marchait avec son pédagogue à travers la campagne. Je ne le voyais guère. Ma mère et mon père restaient ensemble. Quant à moi, faute de mieux, je bavardais avec ma nourrice. Je ne la trouvais pas aussi prestigieuse que mes parents et mon frère, mais je l'aimais bien. C'est elle qui, depuis toujours, me racontait des histoires, qui m'avait parlé des légendes, chères aux poètes tragiques, prononcé devant moi, pour la première fois, le nom de Thyeste, celui d'Atrée. À Rhodes, elle me parla du dieu soleil, que les Grecs appellent Hélios, et qui est le protecteur de l'île. Elle me dit qu'Hélios avait eu plusieurs enfants, 5 filles et un fils, qui s'appelait Phaéton. Pendant longtemps, Phaéton ignora de qui il était le fils, jusqu'au jour où sa mère le lui révéla. D'abord il ne voulait pas la croire. Qu'il fût le fils de cet astre brillant qui traversait chaque jour l'immensité du ciel? Sa mère eut beau lui dire que cet astre brillant, qu'il voyait comme elle-même sous la forme d'un disque ardent, était en réalité un dieu, debout sur un char, que tiraient 4 chevaux fort rapides, dont elle lui donna les noms, Pyroïs, Éos, Aéton et Phlégon. Ma nourrice m'expliqua que ces noms leur avaient été attribués parce qu'ils leur convenaient, que Pyroïs était le mot qui désigne le feu, Éos les lueurs de l'aurore, Aéton l'ardeur de la flamme,
Phlégon la chaleur qui brûle tout. Ces chevaux étaient des bêtes magnifiques. Ils étaient capables de courir dans le ciel, si légèrement qu'ils y étaient en sûreté, sur la voûte de cristal où sont piquées les étoiles. La mère de Phaéton fut si persuasive que son fils n'eut bientôt plus d'autre désir que de conduire lui aussi le char de son père. Sa mère lui dit bien sûr que c'était là une chose impossible. À force de réfléchir aux moyens d'obtenir ce qu'il souhaitait, il imagina de prendre pour complices ses 5 sœurs dont sa mère lui avait révélé l'existence. C'étaient elles, en effet, qui chaque soir soignaient les chevaux du soleil et les enfermaient dans leurs écuries. Chaque matin, elle les attelait au char d'Hélios. Rien de plus facile pour elle que de laisser Phaéton se glisser dans le char avant qu'Hélios revienne. Non sans hésitation, c'est ce qu'elles consentirent à faire. Et voilà le jeune imprudent qui s'envole, emporté par les chevaux divins. Sur les dangers qui attendaient Phaéton, ma nourrice était inépuisable. Enfin, après bien des péripéties, le jeune homme fut incapable de maîtriser son attelage, qui ne sut pas garder la bonne route, mais se rapprocha de la terre, mettant le feu à des pays entiers, des forêts et des villes. Le monde eût été détruit si Jupiter, qui voit tout, n'avait lancé sa foudre et précipité Phaéton et ses chevaux dans un grand fleuve, ce qui mit fin à l'incendie. Naturellement, Phaéton périt dans l'aventure, mais non les chevaux, qui étaient divins, et qui, le jour suivant, réapparurent à l'orient du monde. Cette histoire me fit une impression curieuse. J'étais à l'âge où l'on ne refuse pas de croire aux récits les plus étranges et les plus merveilleux, et le sort de Phaéton m'attristait et m'enthousiasmait à la fois. Il devait être beau d'avoir pour père le soleil. Confusément, je pensais au mien, magnifique lui aussi, et puissant, et si peu souvent auprès de nous. Je l'avais vu franchir la mer, et j'avais vu aussi les habitants des cités que nous traversions venir vers lui et s'incliner en signe d'hommage. Tout cela aurait dû me rassurer. Pourtant je restais inquiète. Phaéton aussi avait éclairé les peuples. Il n'en était pas moins tombé. Et je pensais à l'autre, ce gouverneur de Syrie. Gaius m'avait dit qu'il s'appelait Pison et qui attendait peut-être dans l'ombre le moyen de perdre Germanicus. Et si Germanicus tombait, qu'adviendrait-il des siens? Qu'adviendrait-il de moi? Ma nourrice m'avait dit que les filles du soleil avaient tellement pleuré la mort de leur frère qu'elles étaient devenues des arbres, des peupliers. Y avait-il quelque risque que je devienne, moi aussi, un peuplier, comme d'autres étaient devenus des oiseaux? J'aimais beaucoup les peupliers, dont j'avais eu la révélation lors de notre passage à Athènes. Je les avais vus, alignés le long d'une petite rivière, d'un ruisseau plutôt, en dehors de la ville. Ils étaient grands. Ils n'avaient pas encore de feuilles, mais les bourgeons que l'on m'avait montrés, le long de leurs branches, promettaient assez que, la saison venue, ils en seraient couverts. Si mon père tombait du ciel, où je le voyais, que deviendrais-je? Arbre ou oiseau? L'oiseau avait ma préférence, mais après tout, je n'y pouvais rien, et je cessais de me tourmenter. Bien des années plus tard, alors que Néro était déjà proche du pouvoir, et que je le voyais prendre tant de plaisir à conduire des chars, je me suis demandé plus d'une fois s'il ne risquait pas, un jour, de connaître le sort de Phaéton.